D'abord un grand merci parce que 10 000 abonnés, 12 000 maintenant en seulement mes 5 premières vidéos, c'est totalement inespéré. On va démarrer les questions-réponses avec JBM 7666. Bravo Alex, bravo pour les 10 000 abonnés. Je suis actuellement élève en classe préparatoire et je me demandais quel était ton cursus pour devenir ingénieur motoriste. Alors j'ai 2 diplômes d'ingénieur. D'abord un diplôme de génie mécanique développement de l'INSA à Lyon, Institut national des sciences appliquées, que j'ai fait suivre d'une spécialisation de motoriste à l'ENSPM, à Rueil-Malmaison, École nationale supérieure du pétrole et des moteurs. Et pour arriver dans cette voie d'ingénierie, j'ai fait un cursus universitaire plutôt qu'un cursus de classe prépa maths sup, maths spé. Raphaël 5e poursuit avec sur quel moteur as-tu bossé pendant ton boulot de motoriste? J'ai travaillé essentiellement chez Renault, chez PSA, chez Magneti Marelli, qui est un fournisseur automobile dans le contrôle moteur. Alors je vais vous donner quelques-unes de mes premières missions, ça va peut-être vous faire sourire. Si vous montez dans un Kangoo des années 2000, version essence, et vous allez vous apercevoir, je croise les doigts, que quand vous embrayez pour partir au feu vert, les choses se passent de façon très fluide. C'est-à-dire, il n'y a pas ce qui s'appelle un salut au décollage. Le salut au décollage, c'est quand une voiture est mal calibrée au niveau de l'électronique et que elle fait comme ça. Elle fait un à-coup qui fait que le torse et la tête fait comme un salut. C'est pour ça qu'on appelle ça un salut au décollage. Par ailleurs, j'ai bossé sur la dégradation de l'efficience d'un moteur. Alors ça peut vous surprendre, c'était une Peugeot 607. L'idée c'est que quand on démarre la voiture par grand froid, quand il caille, on a envie que l'habitacle se réchauffe vite. Et j'ai bossé sur une stratégie de contrôle moteur qui fait qu'on dégrade l'efficience du moteur. Comme ça, on augmente les pertes calorifiques dans les 10 premières minutes de fonctionnement. Il y a plus de pertes qui vont dans l'eau de refroidissement du moteur, qui du coup augmente vite en température, ce qui permet de chauffer plus vite l'habitacle. Les essais, c'était ma partie préférée, soit sur les circuits d'essai des constructeurs, ou alors sur les bancs à rouleau, c'était sympa aussi, les bancs qu'on utilise pour les homologations de cycles de dépollution, les fameux cycles par rapport auxquels Volkswagen a triché dans le cadre du bien connu Dieselgate. Et peut-être le mieux, c'était mes missions froides. Les constructeurs ont des bases juste au nord du cercle polaire, typiquement en Suède, pour valider le comportement des moteurs et du reste par grand froid, c'est-à-dire moins 20, moins 30 degrés C. Alors paradoxalement, c'est ma passion pour l'automobile et pour les moteurs qui m'a amené dans ce métier, et c'est aussi ma passion qui m'a amené à en sortir. Je m'explique. À l'époque, quand je suis rentré dans le métier, c'était il y a 25 ans, j'étais ferrariste fervent. Et assez impatient qui plus est, j'avais vraiment une envie brûlante de posséder une Ferrari. Et d'une part, je me suis aperçu que la voie de l'ingénieur, c'est pas le métier pour y arriver le plus rapidement en termes de moyens financiers. Et d'autre part, je me suis aperçu que finalement, j'avais pas besoin d'en faire ma profession, de ma passion, que je pouvais la vivre de façon personnelle et privée. Et que, qui plus est, j'étais pas très adapté à bosser dans des énormes structures, à travailler sur une petite partie d'un projet, parce que j'aime bien chapeauter ce que j'entreprends. Donc tout naturellement, je me suis tourné vers l'entrepreneuriat. Notamment, j'ai monté, développé et revendu une activité dans ce qu'on appelle aujourd'hui du Airbnb, sauf qu'à l'époque, c'était 8 ans avant l'existence de Airbnb. Et tout ça pour dire, ça m'a servi à accéder à cette possession de Ferrari. Au passage, j'avais commencé à prendre des cours du soir d'italien quand même quand j'étais ingénieur parce que je voulais vraiment bosser chez Ferrari. Et j'ai pu acheter des Ferrari plus tard. Alors selon comment on compte, on peut en compter 3 ou 5. Je m'explique. J'avais une 348 GTS, une 360 Spider ensuite une 512 TR. Et les 2 autres que je compte pour moitié, ce sont des Fiat à moteur Ferrari. Une Fiat Dino Spider 2000 et une Fiat Dino Coupé 2400. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, peut-être dans une vidéo ultérieure. Mais revenons à nos questions-réponses. Alexis Brissonnet, 5846. Selon toi, l'automobile est dans une période de transition, de flou
ou de déclin. Alors, on peut chipoter sur la chronologie, on peut discuter des détails, mais je crois qu'une chose va nous mettre tous d'accord, c'est qu'on ne peut pas persister perpétuellement dans un transport individuel de masse qui repose essentiellement sur la combustion de ce qui est du jus de dinosaure, dont le stock met 100 millions d'années à se renouveler. C'est juste pas faisable. Quand on rajoute à ça le dossier du réchauffement climatique et donc l'environnement et la volonté de baisser les émissions de CO2 dans la mesure où même si c'est pas un gaz toxique, c'est un gaz à effet de serre. Et quand on rajoute encore par-dessus ça une volonté dans à peu près tous les centres urbains du monde développé d'améliorer la vie locale en réduisant le bruit, en réduisant l'encombrement des voitures et surtout en augmentant la qualité de l'air qu'on respire. C'est un facteur d'hygiène de masse important. Et on comprend qu'on est sur des technologies de transition et de substitution. En ce moment, c'est plutôt les voitures électriques qui sont explorées. Alors, est-ce que ça va s'avérer être le sauvetage de la race humaine, la solution miracle, le tout électrique, ou est-ce qu'au contraire, ça va être un naufrage catastrophique, une sorte de fiasco total? J'en sais rien, j'arrive à imaginer les deux. Je pense que l'issue va être dictée en fonction des actions et des décisions du gouvernement, des constructeurs, du public qui achète. Et donc les dés ne sont pas joués et il nous appartient à nous tous de décider de notre avenir qui n'est pas encore écrit. Par rapport à ça, je vais publier prochainement une vidéo qui rentre beaucoup plus en profondeur parce que c'est un sujet fascinant. J'ai voulu, pour célébrer cet événement, faire ce question-réponse et vous le faire pas n'importe où, quelque part de spécial, et je suis dans ma dernière acquisition. Je suis super excité parce que ça fait même pas une semaine. C'est une Alpina E34. E34, c'est la série 5 des années 90. E34 B10 3,5 litres. Alors, je vais pas prendre le temps de vous en parler plus que ça, ni vous montrer l'extérieur, mais je vais juste détacher la caméra 2 secondes pour vous montrer déjà l'intérieur. Faut que je vous montre ça. Alors regardez, vous avez les sièges avec le tissu Alpina, avec les fameuses bandes bleues et vertes bien sûr, les tapis de sol Alpina, pareil les coutures Alpina bleu et vert sur le levier de vitesse, sur le volant. Là vous avez la plaque constructeur Alpina avec le numéro 482, c'est le numéro dans la série limitée. Bref, j'en passe et des meilleurs. Regardez ce qui se passe dans l'instrumentation Alpina. Vous avez vu ce kilométrage? 428 000 et la voiture est toute fraîche. Ouais, c'est du jamais vu. Et là, regardez les jauges Alpina, si je mets le contact. Vous avez ces jauges additionnelles tout en bas. Si on parcourt de gauche à droite, on a la température d'huile moteur, pression d'huile, la tension batterie. Et à droite, vous avez peut-être jamais vu ça, c'est l'huile de pont. La température, ça veut dire que si on laisse chauffer le moteur au ralenti et qu'ensuite on prend la route, et ben on saura quand est-ce qu'on peut cravacher la monture parce qu'on saura quand est-ce que la transmission est chaude et pas seulement le moteur. C'est quand même sympa. Alors, je vous montre pas le reste pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai envie de répondre à vos questions. Et ensuite, je la montre beaucoup, cette voiture, sur mon Instagram, les BMistes, des photos, des vidéos. C'est totalement complémentaire à mon YouTube, parce que YouTube, c'est fait pour des contenus très produits, scriptés, des essais complets. Et à contrario, sur Instagram, je mets des petites choses rapides, spontanées, et qui sont issues de ma vie de BMiste. Donc, vous allez voir mes aventures avec les voitures, des road trips, comment je les entretiens, combien ça coûte dans la vie réelle, les modifications que je peux être amené à porter dessus, à quel point c'est fiable. Donc c'est, inscrivez-vous les BMistes. Alors sans plus tarder, Ronan B18, félicitations pour les 10K, c'est une chaîne très prometteuse, merci Ronan. Mes petites questions, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos sur YouTube et pourquoi plus précisément sur BMW? Alors, vous allez rire à quel point c'est simple.
En fait, j'ai tendance, quand je regarde mon budget personnel, mes rentrées, mes dépenses, j'ai tendance à raisonner intuitivement en plein d'essence. Parce que ma passion, c'est la conduite. Et donc, voilà, 100 € pour moi, c'est un plein. Donc ça a de la valeur. Et j'arrivais à une étape dans ma vie où j'avais plus de dépenses que de rentrées d'argent. Et j'entrevoyais le spectre de devoir m'astreindre et de conduire moins. Et ça, pour moi, c'est un peu un désastre, une catastrophe. Et donc, je me suis dit, si je monte une chaîne YouTube pour partager ma passion, bah, peut-être que ça va me payer 1 ou 2 pleins par mois. Et là, je serais vraiment content si j'arrive à ça. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est simplement le partage de ma passion. J'ai dans mon cercle social un seul pote qui est intéressé par les voitures. Et donc en dehors de lui, je me sens un peu frustré, je partage avec personne. Donc là, je suis super content via YouTube et via Instagram de partager avec des gens que ça intéresse et de rentrer dans du dialogue, et je m'épanouis comme ça. Pourquoi plus précisément BMW ? Vous l'aurez compris, je suis fan de conduite, donc j'aime tout ce qui va engager dans le processus de conduite et être orienté vers le conducteur et le mettre dans la démarche plutôt que de l'isoler de la conduite. Donc ça va exclure Mercedes. Audi, ça va pas répondre à ma passion. Alors on pourrait me dire, ouais, Ferrari pourrait répondre, sauf que quand vous regardez les Ferrari à vendre, elles sont toujours faiblement kilométrées. Or, moi j'adore rouler, donc je veux une voiture qui soit adaptée au roulage. Et les BM, elles sont souvent fortement kilométrées, les Porsche aussi, c'est pas pour rien. Alors pourquoi pas Porsche ? Ça aurait pu être Porsche, sauf que je suis père de famille, j'ai déjà 2 enfants, j'en attends un 3e. Il y a peu de Porsche qui sont adaptés à ce genre de besoin, et en plus, j'ai pas les moyens d'avoir une collection de Porsche, et j'aime pas avoir une seule voiture parce que j'adore avoir plusieurs saveurs différentes qui vont répondre à plusieurs besoins, plusieurs colorations de conduite différentes. Et donc BMW me comble complètement sur ce point-là, ça s'est imposé comme une évidence. Alors, Romain Richard 6338. Bravo, j'espère que ce n'est que le début d'une grande ascension en route pour les 100K. Merci Romain. En tant que spécialiste moteur, comment analyses-tu la démocratisation des reprogrammations ? Est-ce que tout se vaut ou faut-il s'en méfier ? Et que penses-tu des pièces performance, plutôt team tuning ou team d'origine ? Alors, je vous parle depuis une Alpina, on n'est ni tuning ni origine. Parce qu'une BMW Alpina, c'est une création sur base de BMW. Les BMW sont prélevés sur la ligne d'assemblage, emmenés chez l'usine Alpina pour être complètement reconsidérés de façon homogène. Et ce mot-là, homogène, il est important parce qu'une Alpina, c'est moteur, transmission, liaison au sol, freinage, intérieur, extérieur. On reconsidère tout. À la différence de ce qu'on appelle le tuning, qui étant plus amateur par sa connotation, ce qu'on entend par le mot tuning, peut être un peu hasardeuse et peut être inhomogène. C'est-à-dire, par exemple, on trouve sur le marché des kits pour raffermir la suspension d'une voiture, mais étonnamment, vous verrez jamais un kit pour rendre une voiture plus confortable. Pourquoi ? Parce que coursifier une voiture, c'est sexy. Dans l'inconscient populaire, c'est plus sportif. Sauf que le problème, c'est que si vous coursifiez trop une voiture, elle devient inapte à son usage de destination, qui est de rouler sportivement sur la route. Et quand on a un châssis qui ne respire plus avec la route, sur revêtement dégradé, on est obligé de lever le pied, de ralentir, et donc on va finalement y perdre en performance par rapport à une voiture d'origine. Idem pour le moteur. C'est pas compliqué, même pour un moteur atmosphérique, de développer plus de chevaux, plus de puissance. Simplement, on prend le couple et on le décale à un régime plus élevé, en montant par exemple des arbres à cames avec une ouverture plus longue et des levées de soupape plus hautes. Sauf que oui, on va développer mécaniquement plus de puissance si on fait ça, parce que si on met les unités dans le système international, la puissance, c'est le couple multiplié par le régime. Donc dès lors que le couple donné est développé à un régime plus élevé, mécaniquement, mathématiquement, on a plus de puissance. Sauf que sur la route, ça veut dire qu'on a un moteur qui développe ses chevaux dans les hauts régimes, et
sur la route, on a besoin de reprise en sortie de virage dans les régimes intermédiaires. Donc là aussi, on va finalement perdre en efficacité et en plaisir sur la route. Donc je dirais que dès lors que vous réservez votre voiture à l'usage et à l'environnement qui est prévu par le constructeur, c'est-à-dire tout type de parcours sur toute distance, sur la voie publique, ne touchez à rien. Par contre, si vous avez décidé de sortir votre voiture de cet environnement-là pour l'adapter à un nouvel usage, par exemple, vous avez une M3 que vous voulez réserver à des sorties sur circuit, et bien là oui, parce que l'environnement est différent. Donc il va avoir tout son sens d'avoir une suspension plus ferme pour mieux maîtriser les mouvements, d'avoir plus de chevaux, c'est-à-dire du couple qui est dérivé à un régime plus élevé, d'avoir une transmission qui tire plus court, donc on va y perdre en confort, en consommation, et sur autoroute ce ne sera pas très agréable, mais sur circuit on sera toujours dans la bonne tranche de puissance avec le bon rapport. Donc voilà ce que j'en pense. Après les reprogrammations, je suis pas contre. Dès lors qu'on a une voiture qu'on ne va pas utiliser dans ces derniers retranchements, on peut profiter des marges de sécurité qui sont prévues par le constructeur pour taper un peu dans ces marges pour avoir plus de performance, typiquement avec un moteur turbo. Donc, quand on sait qu'on va mettre que du samplon 98, quand on sait qu'on va mettre que de l'essence occidentale et qu'on va pas se retrouver en Afrique du Nord, perdu dans un désert ou en Thaïlande, entre des champs de riz, à mettre de l'essence de mauvaise qualité, quand on est prêt à accepter une contrepartie sur l'endurance définitive du moteur, c'est-à-dire si on est prêt à faire une reconstruction du moteur au bout de seulement 250 000 km plutôt que 400 000, si on est prêt à tout ça, oui, foncez. Sur un moteur turbo, on va avoir des gros gains. Je l'ai déjà fait sur une Porsche 996 Turbo S, qui est passée de 450 chevaux à 577 chevaux. Elle était transformée. Et à l'inverse, à contrario, chez le même préparateur, j'ai emmené ma 997 GT3. Elle a gagné 15-20 chevaux. Je sentais pas la différence sur route. Peut-être qu'on l'aurait mesuré sur circuit, elle aurait fait gagner 1 ou 2 dixièmes au tour, je sais pas, mais sur route, c'était pas sensible. Alors, J-Maïs 923. Tout d'abord, félicitations, ça fait plaisir d'entendre parler de BMW comme tu le fais, je te remercie. Je serais intéressé d'écouter ton opinion à propos de la gamme actuelle BMW niveau design, moteur, châssis, train roulant. Quelle est la dernière BMW moderne qui t'attire? Oui, alors, t'as repéré que j'ai un penchant pour les vieilles. J'ai une prédilection en effet pour les années 90 pour 2 raisons. D'abord parce que ça constitue une sorte de sweet spot, un point optimum pour moi, entre d'une part des voitures qui sont suffisamment performantes et accomplies pour attaquer sportivement, et d'autre part des voitures qui ne sont pas encore trop grosses, pas trop lourdes et qui sont dénuées de toute aide électronique, et donc on a une conduite qui est plus pure et authentique. En plus, on rajoute à ça, c'est la deuxième raison, c'est une certaine nostalgie, parce que tout simplement les années 90 c'est mon adolescence, l'âge auquel quand on est passionné on est très influençable. Maintenant, quand BMW va me prêter des modèles récents et neufs, je les essaierai avec plaisir, je suis sûr que je vais y trouver de l'intérêt comme des points à critiquer, et ce sera très intéressant. Maintenant, pour répondre à c'est quoi la BM moderne, la dernière BM moderne qui m'a intéressé, c'est-à-dire celle par rapport à laquelle j'ai regardé les petites annonces et que j'ai considéré mettre mon argent à moi pour l'acheter, ce serait la BMW 1M, qui date de 2010-2011. Vous savez, c'est la petite série 1 avec un moteur tiré d'une autre auto de la gamme BMW, un moteur turbo. Et même si c'est pas un moteur dédié M parce qu'il est partagé par d'autres voitures, j'ai une fascination pour cette voiture. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dictée d'en haut par un service marketing, elle est venue d'en bas par des ingénieurs qui, bossant en soirée et en week-end, ont monté et adapté pour la série 1 des éléments de la M3 E90.
la M3 de l'époque. Et seulement après, en présentant leur prototype à la direction, ils ont reçu le feu vert pour le... Tiens, il y a un mec en train de prendre une photo de la B10. Mais il a bien raison, je ferai pareil, même alors qu'il est coincé sous la pluie. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, c'est une vraie voiture d'ingénieur et j'ai une fascination pour cette voiture pour cette raison-là. Alors ensuite, Alexis Brissonnet 5846. Est-ce que la technologie rapproche le conducteur de la voiture ou au contraire l'éloigne? Alexis, ça dépend. Parce que si tu es Rolls-Royce, Bentley ou Mercedes et que tu fais ta classe S, la technologie a pour but d'isoler le conducteur et de l'éloigner de toute interaction. Et à contrario, dans une voiture de sport, l'objectif est double. Un objectif de performance et d'engagement, c'est-à-dire de connexion entre l'homme et la machine. Là où la frontière peut se brouiller, c'est que parfois l'objectif de performance est antinomique avec l'objectif d'engagement et de connexion avec la machine. Un exemple, ce serait le papillon à gaz motorisé et donc la commande électronique des gaz, qui certes présente un progrès en termes de performance et de technique, parce que ça permet de plus finement assurer le contrôle moteur et d'implémenter des stratégies de contrôle de trajectoire beaucoup plus élaborées. Donc c'est un plus, mais d'un autre côté, ça coupe un peu la connexion entre l'homme et la machine, parce qu'on ne ressent déjà plus les mêmes vibrations communiquées dans ce câble d'accélérateur qui vont être communiquées au pied, donc on perd en sensualité, et aussi on n'a pas cette connexion, à savoir l'assurance que quoi qu'on commande, pour le meilleur et pour le pire avec son pied droit, va être communiqué au moteur et aux roues arrière. Il y a un ordinateur qui vient interférer entre les deux. Un autre exemple, ce serait les boîtes à double embrayage, les boîtes automatiques avec des palettes au volant. Si on prend l'exemple de Porsche, qui dans ses gammes les plus sportives, les gammes RS, ne montent plus que des boîtes à double embrayage PDK en l'occurrence, et il n'y a plus de boîte manuelle. Pourquoi? Parce que ça favorise la performance ultime sur circuit, et tant pis pour la connexion et l'engagement entre l'homme et la machine en conditions routières. Ils ont d'autres voitures dans la gamme pour ça. Alors, on en est où? Gloms la fripouille, j'adore les noms, 5608. Je suis étudiant et j'aimerais acheter ma première BMW, sûrement un coupé E46, pour un budget d'environ 4000 € pour potentiellement faire quelques travaux dessus, la revendre et en racheter. Bah ouais, pourquoi pas. Quels sont les points importants à vérifier quand on achète ce genre de véhicule et qu'en est-il du service plus que tu proposes? Alors, la base Gloms la fripouille, c'est de t'assurer que ce que tu achètes correspond au descriptif. Parce que je dis toujours, on peut tout acheter, mais pas à n'importe quel prix. Une voiture accidentée, par exemple, dès lors qu'on sait qu'elle est accidentée, comment elle est accidentée et comment elle a été réparée, on peut avoir une idée de la valeur qu'on doit la payer. Et si à contrario on achète une voiture accidentée et peut-être mal réparée sans le savoir, là on va payer beaucoup trop cher. C'est là où ça m'amène à mon service plus. Mon service plus, il est dans les descriptions de toutes mes vidéos YouTube. C'est un service d'inspection avant achat de BMW pour lequel je me déplace et inspecter la voiture. J'ai une checklist de plus de 200 points. J'arrive avec ma prise OBD pour relever les défauts de la voiture électroniquement et je poursuis avec ma jauge de profondeur de peinture pour identifier s'il y a un panneau de carrosserie qui a été repeint. Parce que là, par exemple, si c'est le cas, ça veut dire que je vais mettre mon chapeau de Sherlock Holmes et mener l'enquête. Je vais regarder les alignements des panneaux au niveau des jours. Je vais regarder s'il y a des soudures ou des points de réparation qui sont apparents, des points qui sont différents d'un côté versus l'autre côté de la carrosserie. Par exemple, s'il y a des traces que certains boulons ou vis ont été récemment défaites et rassemblés. Je vais regarder s'il y a par exemple des éléments qui ont été changés, par exemple un bras de suspension qui serait neuf d'un côté et de l'autre côté plus ancien avec de la corrosion superficielle apparente. Là on va savoir qu'il y a eu une collision du côté où il y a l'élément neuf par exemple. Bon, je vais pas rentrer plus dans le détail que ça, mais je vais juste dire que
Faire appel à mes services, comme ça demande un certain temps, faut compter une demi-journée, voire une journée entière selon où se trouve la voiture, et ça repose sur une certaine expérience, et ça vaut le coup quand on achète une BMW à partir de 20 000 €, je dirais. En dessous, il vaut mieux faire des recherches sur Internet, et pour ça, Google sera ton ami. Je vais pas prendre plus de temps maintenant parce qu'il y a d'autres questions. Mato Vidovic, quel serait pour toi le parfait mélange de moderne avec un minimum d'aide déconnectable, boîte manuelle, un bon feeling analogique, atmosphérique, mais pas trop cher, donc pas 300 chevaux. Entre parenthèses, en gros, comme la conclusion de ta vidéo M3E46, mais sans le badge M a priori. J'adore, tu as répondu toi-même à ta propre question, puisque tu prends une M3E46 sans le badge M, et tu as la réponse. Ça donne une E46 330 CI. Par exemple, super voiture. Mais pour creuser un peu, je m'interroge sur le fait que tu veuilles des aides déconnectables, des aides à la conduite. Ça me signifie que tu n'es peut-être pas encore à l'aise avec le comportement de ta voiture en conditions d'adhérence précaire. Pour ça, je t'encourage à faire ce que j'ai fait moi-même, c'est-à-dire j'ai appris comment me comporter avec une voiture qui vient de franchir les limites de son adhérence. Pour ça, il faut impérativement être sur une aire d'évolution ou sur un circuit pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Et donc fais des journées circuit, prends un coach ou un instructeur de pilotage et fais tes gammes pour que ça devienne un réflexe, comment rattraper une voiture qui se trouve en conditions précaires. Ensuite, je te dirais peut-être de te tourner vers des voitures qui sont moins intimidantes et plus faciles à rattraper. Donc ça veut dire des voitures qui sont légères, agiles, pas trop puissantes. Par exemple une Mazda MX-5, par exemple une BMW Z3, pas M1. Une Porsche 986 Boxster première génération 205 chevaux, tout ça, ça va être des voitures prévenantes qui communiquent avant de décrocher et qui, comme elles sont plutôt légères, vont manquer d'inertie et être plutôt faciles à rattraper et qui sont très agiles. Ce sont des bonnes écoles, ces voitures-là. Alexis Brissonnet 5846, je crois que c'est ta deuxième question Alexis, merci. Comment les ingénieurs BMW intègrent des éléments de plaisir de conduite dans leur conception tout en maintenant un équilibre harmonieux? Équilibre harmonieux, c'est bien le mot, parce que en tant qu'ingénieur, j'ai le poil hérissé quand j'entends vanter qu'une voiture serait une voiture sans compromis. Ça n'a aucun sens parce que le métier d'un ingénieur, c'est justement de faire des compromis et des arbitrages pour s'aligner avec un positionnement donné dans le marché, duquel découle un cahier des charges techniques. Par exemple, on rêve souvent d'avoir une voiture de course immatriculée. C'est une sorte de fantasme et je suis le premier à l'avoir eu. J'en ai eu une. J'ai eu une Porsche 911 génération 993 qui est une voiture de course. Elle participait à des championnats et elle était immatriculée. Je l'ai achetée pour m'amuser sur la route. C'était l'enfer. Je l'ai gardée 3 mois parce que c'était inexploitable, inconduisible et au-delà de 5 minutes parce que ça me tapait dans la tête de façon assez jouissive. Ça ne servait à rien. Donc, faut savoir pourquoi on destine la voiture, quel usage, quel environnement, et c'est en fonction de ce point de départ qu'on va décider des arbitrages et des compromis pour intégrer du plaisir de conduire dans cet environnement-là. Eli 1260, merci pour tes vidéos qualitatives. Est-ce que tu pourrais parler des M-Lite versus Motorsport afin de répondre au débat? Est-ce que ce sont vraiment des M? Alors par M-Lite, on entend par exemple récemment la M135i, M140i ou la M235i, 240i. Ce sont des voitures de plus ou moins grande série qui contiennent certains ingrédients de la recette Motorsport, mais pas toutes, pas tous les ingrédients. Donc, dans la mesure où ils n'ont pas tous les ingrédients, ce ne sont pas des vrais M. Par contre, ce sont des putains de bonnes bagnoles. J'ai déjà roulé dans une M135i. C'est une bagnole, c'est une fusée. Elle fait tout bien, elle se comporte super bien. Bon, suspension peut-être un petit peu ferme. Ça manque de respiration avec la route. Mais voilà, ce sont des super caisses. On peut tout faire avec. Je dirais que
ce qui leur manque peut-être par rapport au vrai M, c'est l'ambiance, le sens de la grande occasion qui vient de la rareté et de l'exclusivité. Et ça, il faut une vraie M pour l'avoir. Je dirais que cette notion de M-Lite, elle n'est pas récente parce qu'on a eu dans l'histoire de BMW des sortes de semi-M. Je pense par exemple à la M635 CSI, la E24 des années 80. Je fais une vidéo bientôt sur YouTube à propos de ce modèle-là, qui a un moteur qui est pleinement M et un châssis qui ne suit pas, qui est autrement plus pépère, qui se tortille, qui se tord, qui se vautre un petit peu dans les virages. Donc on comprend bien pourquoi les ingénieurs ne l'ont pas appelé M6, même si je sais qu'aux États-Unis on l'a appelé M6, mais c'est un cas à part. Je pense aussi à la E34 M540i, un modèle réservé au marché canadien, une série limitée qui avait le V8 4 litres, mais avec des éléments de suspension, frein et d'intérieur de la M5. C'est une sorte de hybride. Je pense aussi à la 850 CSI. Alors elle n'a pas de M dans son nom du tout. Par contre, comme elle a un moteur qui commence par S dans son code de nomenclature, c'est un moteur issu des services motorsport. Donc là aussi, il y a de l'ingrédient M. Et on comprend pourquoi M n'a pas sorti de M8, parce que c'est une voiture qui est trop lourde et qui, conceptuellement, elle est juste pas adaptée à faire une voiture de sport, parce qu'elle a trop de flexion, sans doute parce qu'elle n'a pas de pilier B, ce qui fait toute son esthétique par ailleurs. Alors, on continue. Bran Jolie 9710. Bravo pour les 10K, en route pour les 100K maintenant, merci. Pour ma question, est-il possible de gagner de l'argent tout en roulant avec une voiture de collection? Alors, attention danger, j'agite mon drapeau orange de danger. Oui, c'est possible. Plein de gens l'ont déjà fait. Par exemple, j'ai déjà eu une 911 2 litres 4S des années 70 que j'ai acheté 45 000 et je l'ai vendu à peu près 80 000 5 ans plus tard. Quoi d'autre? Ma Fiat Dino Spider 2000, je l'ai acheté en plein hiver, juste après Noël, pour 54 000 €. Je l'ai vendu 82 000. Bon, il y en a d'autres comme ça. Mais ce sont pas des profits garantis. Alors, l'enjeu avec les voitures, c'est d'assouvir sa passion sans trop perdre d'argent. Et le plus gros poste de dépense et de perte d'argent, donc, c'est la dépréciation, la décote, la perte de valeur d'une voiture. Souvent, les gens n'y pensent pas, notamment les gens qui achètent des voitures neuves. Je m'amusais à dire il y a quelques années, quand j'avais plutôt des Porsche, que je roule en Porsche parce que j'ai pas les moyens de rouler en Peugeot. Ce que je voulais dire par là, c'est que j'avais pas les moyens d'acheter une Peugeot neuve qui va perdre un tiers de sa valeur en 2 ans. Et donc je préfère acheter une Porsche d'occasion, un peu ancienne, qui va soit perdre très peu de valeur, soit qui pourrait prendre de la valeur. Alors, tout ça pour dire que j'ai aussi fait des pertes d'argent. Ça peut arriver. Le tout, c'est de ne pas rentrer là-dedans dans les voitures de collection dans le but de faire de l'argent, parce qu'on pourrait se brûler les ailes et on serait probablement frustré par tous les à côté, par exemple l'entretien, les enquiquinements, les pannes, etc. Et qu'il faut rentrer là-dedans pour assouvir sa passion et d'essayer de pas trop perdre de l'argent. Et typiquement, on va y arriver beaucoup mieux si on aimait le prix. C'est-à-dire que si on est sur une voiture qui est trop abordable, par exemple, je sais pas moi, une voiture à 10, 15, 20 000 €, le problème, c'est que les à côté, qui sont l'assurance, le stationnement et l'entretien, va bouffer une trop grande part de l'éventuelle appréciation de sa valeur en capital, et donc ça va être très compliqué d'y gagner. Alors que si on a une voiture qui vaut 50 000, 100 000, 150 000, et là, les à côté qui sont l'assurance, le stationnement et l'entretien vont représenter un pourcentage de l'assiette relativement moindre. Et si on va encore plus loin, et qu'on a les moyens de se payer, par exemple, une Ferrari 275 GTB des années 60, qui vaut aujourd'hui 3 millions d'euros, là, évidemment, tout ce qui est assurance, stationnement et révision, c'est epsilon, c'est négligeable par rapport à l'assiette d'investissement. Donc, quelque part, plus on met cher,
plus on a de chances d'y arriver. Théo Cipollini, bravo pour les 10K. Moi-même travaillant chez BMW, je voulais savoir ce que tu pensais de l'organisation actuelle de la marque. Est-ce que selon toi, elle fait suffisamment pour les anciennes BMW en termes de pièces détachées? Alors ouais, BMW est plutôt bon. Ils ont leur service classique qui s'occupe du patrimoine BMW et du réassort en pièces détachées. Ils sont fiers d'avoir des pièces détachées pour des modèles de même 50 ans d'âge. Alors c'est pas toujours parfait, on trouve pas tout. Notamment j'ai eu des galères sur ma BMW Z1. Mais bon, vu que c'est un peu un concept car immatriculé, on peut les pardonner là-dessus. Je pense qu'ils sont peut-être pas tout à fait au niveau de Porsche classique, mais que voilà, ils tiennent bien la route. J'étais un peu inquiet qu'ils ne soient pas à Rétromobile cette année. Maintenant, j'en sais pas plus que ça. De mon expérience personnelle, ça se passe plutôt bien. Alexis Brissonnet, super, une autre question de ta part Alexis. Quelles sont les voitures ratées chez BMW selon toi? Alors j'ai que parlé de celles que je connais, que j'ai possédées ou essayées. Alors évidemment toutes les BMW ont des défauts, c'est pas ça le problème, c'est lesquelles ont un défaut tel que je les ai revendues à cause de ça. Et là je citerai la E31 série 8 850i V12, la mienne était une boîte 6 manuelle, donc ça c'est super. Sauf que on dirait en la regardant que c'est un coupé dynamique. Et en fait, quand on monte à bord et qu'on la conduit, eh ben c'est une série 7 avec 2 portes et aucune place à l'arrière. C'est-à-dire que sur autoroute, c'est un TGV, c'est super. Par contre, dès qu'on quitte l'autoroute, même sur des routes secondaires rapides, on a une impression de lourdeur et elle se vautre et la rigidité de la caisse n'est pas là. On a l'impression qu'elle pèse 2 tonnes 4 alors qu'elle fait... elle fait quoi, 1 tonne 8? C'est déjà beaucoup, mais on a l'impression de plus. Ouais, j'ai pas aimé. Une autre. Alors là, je vais balancer un pavé dans la mare. Vous allez m'engueuler dans les commentaires. Je suis désolé. La E90 M3, la version V8, donc. Alors, attention. J'adore cette caisse. J'en ai une. Le moteur d'anthologie. C'est efficace à mort. C'est hyper pratique. Elle fait tout bien. Mais... elle aurait dû avoir un logo M5 sur le coffre. C'est-à-dire que si j'étais dans le marché aujourd'hui pour une M5, une familiale pour faire toute distance, en confort et en efficacité, avec de l'engagement dans la conduite, oui, j'achèterais la version berline 4 portes de la M3 E90. Mais je trouve que pour une M3, tout ce que l'inconscient collectif véhicule quand on entend M3, pour moi, elle est trop grande, donc trop grosse, trop lourde, trop pataude, et ça m'a pas satisfait pour une M3. Ensuite, Adrien LCT, félicitations pour les 10K, largement mérité au vu de la qualité des vidéos. C'est sympa Adrien, merci. Y a-t-il des alternatives au BMW M chez la concurrence et chez BMW non M? Alors, bien sûr, la concurrence c'est les Audi RS et les Mercedes AMG par exemple, et il y a aussi les Jaguar Type R. Alors, c'est pas exactement la même chose, hein. Chacune a son histoire et ses priorités en termes de cahier des charges de développement. Et chez BMW non M, oui, il y a des alternatives. C'est jamais la même chose, mais il y a des voitures très bien. J'ai des BMW non M, j'ai une E36 328i cabriolet qui est sublime. Alors elle n'a rien à voir avec une M3, mais c'est pas non plus ce que je lui demande. J'ai une E34 540i, pareil, c'est pas une M5 et c'est très bien comme ça parce que c'est pas ce que je lui demande. Alexis Brissonnet, tiens, toi encore, super. Pourquoi acheter chez BMW et pas chez Audi ou Mercedes? Est-ce que l'on ne converge pas vers un style unique? Alors, par rapport à Audi et Mercedes, BMW, c'est un historique d'engagement dans la conduite de priorisation de la connexion entre l'homme et la machine. On voit tout de suite que Mercedes, c'est pas le cas, puisque quasiment toutes les Mercedes de l'histoire sont en boîte automatique uniquement. Sauf celle que j'adore, la 190E, 2 litres 516, Evolution 2. Alors, ça vaut 250 000 € aujourd'hui. J'aurais adoré en avoir une.
trop bien. Bref, je m'égare dans ma rêverie. Et quant à Audi, bah, ils sont à la fois vainqueurs et victimes de leur positionnement historique avec l'Audi Quattro de 4 roues motrices. Parce que, bon, on connaît les avantages du système Quattro, l'inconvénient, c'est l'architecture que ça impose. Vous regardez sous le capot une Audi Quattro, bah, le bloc 5 cylindres, il est en porte-à-faux avant, pour faire de la place, pour la transmission intégrale. Et donc, ça donne des voitures qui sont très lourdes de l'avant, et donc sous-vireuses, et donc pas très joueuses. Et voilà, historiquement, et même par la suite, les Audi, c'est pas très joueur. Alors, certes, la R8, canon, super. Une Audi Quattro Sport, la version, vous savez, avec l'empattement court, ça me fait rêver. Mais globalement parlant, en termes de culture de conduite, c'est pas la même chose qu'une BM. Ah oui, quant à la convergence vers un style unique, c'est intéressant ta question parce que je trouve que c'est l'inverse. On a une convergence vers une technologie unique et donc des constructeurs qui vont se différencier de plus en plus par le style. Je m'explique. Plus on va aller vers les voitures électriques, alors, on peut discuter sur si ça va être une solution unique ou pas, mais en tout cas, les ventes vont probablement se développer. Le problème avec une voiture électrique, c'est que la partie moteur, c'est la même pour toutes. Vous prenez la Hypercar Rimac Nevera, une supercar électrique de 1900 chevaux, quand vous la conduisez lentement, l'expérience moteur, c'est pas mieux qu'une Tesla, qu'une Zoé, qu'une Nissan Leaf. C'est un moteur électrique qui débite peu de couple, peu de puissance. Et l'exploiter pleinement, les 1900 chevaux, vous pouvez faire ça où? Quand? Ça sert à rien. Et donc, si bien que Maté Rimac, le patron de la société, a déclaré récemment que le successeur, ses futures voitures, n'allait pas être 100% électrique, alors que c'est son positionnement historique, pour cette raison-là. Et à contrario, plus vous allez avoir des voitures qui sont similaires à conduire d'un point de vue moteur, surtout quand on les conduit doucement, c'est-à-dire la plupart du temps, on va pas se mentir, et plus il y a un impératif de les différencier au niveau du style. C'est pour ça que par exemple Renault puise dans son catalogue nostalgique en sortant la Renault 5, qui a un style fort visuellement, qui puise dans la nostalgie qu'on peut avoir pour la R5 d'origine des années 70 et 80, et on a d'autres constructeurs qui sont dans cette mouvance là aussi. Ensuite, LM76166, pourrais-tu nous parler d'Alpina? Dans le monde BMW, ça vaut le coup de savoir ce que c'est, ce qu'il y a de différent, et si ça vaut le coup. Et félicitations. Alors, j'adore parler d'Alpina, je vais essayer de ne pas en parler trop longtemps. Alors, Alpina, c'est un manufacturier à part entière qui livre des voitures avec leur propre numéro de châssis. Et donc sur la carte grise, c'est marqué Alpina et non pas BMW. Je crois que j'ai dit précédemment dans la vidéo à quel point elles sont homogènes, ces créations. Alors le cahier des charges, il est un peu différent du cahier des charges BM et du cahier des charges M. Par rapport au cahier des charges BMW, c'est surtout qu'elle coûte plus cher et que donc il y a des moyens de développement qui sont en rapport. Et par rapport à M, elles vont être moins satisfaisantes sur un circuit, sur une piste. Et par contre, pour quelqu'un qui va avancer rapidement sur la voie publique, sur des surfaces de tout revêtement, on va avoir une sophistication dans le châssis qui est spectaculaire. J'en ai déjà eu deux. Celle-ci, c'est ma deuxième, et à chaque fois, je retrouve cette B10 3,5 litres. Le châssis est extraordinaire. On a une sensualité au niveau des suspensions, au niveau du toucher de route. Elle respire avec la route, tout en ayant des mouvements de caisse qui sont très contrôlés. C'est vraiment autre chose qu'une BMW M qui me donne plutôt sur la voie publique l'impression d'un bout de bois. Alors non pas tant qu'elles sont sèches les M, mais elles sont un peu inertes. Il n'y a pas le côté sensuel dans les suspensions d'une Alpina. Ensuite, Alpina, il y a plus de caractère moteur et il y a un sens de la grande occasion quand on sort une voiture comme ça, quand on monte dedans, quand on est assis dedans, quand on roule dedans. On a l'impression d'être privilégié. C'est une voiture qui a été produite à 572 exemplaires, cette B10 3,5 litres. Tout ça, ça joue dans le côté intellectuel et inconscient. Alors, Alexis Brissonnet, super, encore toi, j'adore. BMW i8 ou BMW Z8?
Elle est marrante ta question. J'imagine que tu veux dire quel BM avec un 8 dedans. Alors la i8, plutôt mourir, parce que c'est une voiture qui génère par ses enceintes acoustiques dans la cabine du faux son moteur. Ça, je suis désolé, je ne peux pas. Une voiture qui est inauthentique à ce point, qui ne s'assume pas, qui essaye de faire semblant d'être quelque chose qu'elle n'est pas, moi je peux pas. Vous êtes d'accord ou pas? Par rapport à la Z8, bah ouais, ça, ouais, c'est une voiture de rêve, mais il faut compter 250 000 € aujourd'hui. Donc si je devais avoir une BM avec un 8 dedans, une 8 au début du nom, ce serait la 850 CSI. Pourquoi? Parce qu'elle me fait rêver en termes de son style, parce qu'elle a un moteur M avec un code S au début, parce que c'est un V12 qu'on manie avec une boîte 6, et ça c'est un plaisir qu'on n'aura plus jamais. Donc voilà, c'est un monument, et qu'on peut toucher pour une somme qui est grosse, mais pas non plus complètement délirante, puisqu'aujourd'hui ça vaut quoi, 80 000 €. On va terminer avec Bran Joly encore. J'ai oublié en fait 4 questions. Il a 4 questions rapides. Quelle est la voiture que tu regrettes le plus d'avoir vendue? Alors ça c'est facile parce que j'ai vu passer en vente aux enchères récemment une de mes bagnoles. Mon exemplaire, une 993 RS que j'ai eu autour de l'année 2010 pendant peut-être 5 ans. Je l'ai revendue 65 000 € à l'époque et là elle est partie aux enchères pour 269 000 €. C'est sa cote, c'est le prix normal, c'est comme ça. Donc évidemment je peux regretter. L'autre que je regrette c'est parce que c'est une BM très rare, très difficile à trouver et c'était un très bel exemplaire, une Alpina B8. Vous voyez, c'est la E36, donc série 3 des années 90, mais montée avec un V8 4 litres 6 Alpina qui sort 470 Nm de couple dans une petite série 3. Elle était extraordinaire, c'était la version berline. Je l'ai eu au mauvais moment dans ma vie, j'étais encore très jeune, j'avais peut-être 27 ans. J'avais pas vraiment besoin d'une berline familiale. Si je l'avais aujourd'hui, oh là là, qu'est-ce que je la vendrais pas. Surtout que, vous allez me tuer, je l'ai vendue à l'époque 12 000 €. 12 000. Aujourd'hui, ça vaut quoi? 80 peut-être? Si on en trouve une, parce que c'est introuvable. Quelle est celle que tu regrettes le plus d'avoir achetée? Bon, ma Fiat Dino coupé 2400, bah ouais c'était super, mais je l'ai regretté parce que d'une part je me suis aperçu qu'elle était pas vraiment adaptée à un usage moderne. Par exemple, si jamais on se retrouve dans un embouteillage, elle a tendance à vider sa batterie parce que l'alternateur n'est pas dimensionné pour garder la batterie en charge, puisque vous comprenez, dans les années 60, il n'y avait pas d'embouteillage. Et ça, je peux pas, parce que moi, je suis pas un collectionneur, je suis un rouleur. Une voiture qui peut pas rouler dans le monde moderne, ça peut pas m'aller. Et en plus, j'ai dû la vendre en urgence parce que j'avais besoin de l'argent pour un projet immobilier. Et comme c'est un marché pas du tout liquide, contrairement à par exemple les Porsche 911 classiques, et ben la seule façon de vendre en urgence une Dino coupée 2400, et ben c'est de la brader, malheureusement, à coût de dizaines de milliers d'euros de baisse. Donc ouais, ça m'a fait bien mal. L'autre que j'aurais peut-être pas dû acheter, c'est mon Ultima. Je sais pas si vous voyez ce que c'est une sorte de voiture artisanale anglaise qui ressemble à un Sport Proto du groupe C échappé des 24 heures du Mans. C'était un truc de ouf. Alors j'ai à la fois des bons souvenirs, mais à la fois le côté artisanal, quand on vient du monde Porsche et BMW, c'est juste pas possible, c'est pas rigoureux, c'est approximatif, c'est mal construit, c'est mal assemblé, c'est mal conçu, mais c'est spectaculaire. Donc c'était fun. Quelle voiture t'a le plus impressionné? Ça, direct, c'est la 996 Porsche, donc Turbo S, préparée 577 chevaux, et en particulier en hiver, montée sur des pneus hiver avec les 4 roues motrices, mais la caisse, c'est un Terminator. J'avais l'impression de survoler le reste du trafic routier, comme si je venais d'une autre planète. C'est comme si on n'était pas astreint aux mêmes lois de la physique. Il y avait eux d'un côté, sur les lois de l'univers normal, et moi de l'autre côté, qui survolait tout ça. J'ai jamais vécu une voiture aussi impressionnante. Quelle voiture t'a apporté le plus de plaisir? Alors, le plaisir, c'est une autre notion qui est souvent liée à des souvenirs qu'on a avec les voitures. Et là, ce serait
celle avec laquelle j'ai appris à piloter sur circuit, c'est une Alfa Romeo GTV6, donc les années 80, avec le V6 Busso. La mienne était coursifiée et je m'attaquais sur piste dans le club 111 au Lotus Elise. C'est des super souvenirs. Et ensuite, dans la même lignée, quand j'ai continué à apprendre à piloter, c'était sur ma Porsche 993 RS, à l'époque où ça valait 60 000 €. Et ça, quand on apprend à piloter sur une Porsche refroidie par air, c'est une super école parce qu'après, on sait tout conduire. Ah oui, une dernière peut-être que je vais mentionner, la Ferrari 512 TR. Et là, vous n'allez pas forcément vous attendre à ce que je vais dire, c'est que c'est la voiture la plus enivrante à conduire doucement que j'ai jamais eue. Alors évidemment, quand on la conduit avec toute son allonge sur des grands axes comme la route Napoléon ou même sur des autoroutes, c'est incroyablement jouissif, mais même doucement, on est dans un cocon de cuir italien qui sent bon, qui est agréable au toucher. On a le clac-clac auditif du levier en métal dans la grille de vitesse. On a la tactilité du pommeau en bakélite avec cette tige en métal qui commence à chauffer au fur et à mesure que la mécanique chauffe. On a une remontée d'informations dans le volant en cuir fin qui danse doucement dans les mains, et la sonorité, même quand on roule doucement, alors j'avais un échappement inox dessus, ça fait genre wow, wow. Alors je peux pas l'imiter évidemment, mais ça fait un son complexe et le truc d'une sensualité dingue. Et ben voilà. C'était tout pour les questions. Merci mille fois de me supporter dans cette démarche. C'est super agréable d'avoir cette communauté dans laquelle je peux partager. Abonnez-vous. N'oubliez pas le Instagram parce que c'est complémentaire. Et je vous retrouve très vite pour la suite des aventures sur YouTube et sur Instagram. Au revoir.